Bonjour, aujourd'hui un podcast sur les différents types de discours en français. Il s'agit de la première partie. Alors, il existe 3 types de discours en français. Le discours direct, le discours indirect et le discours indirect libre. En fait, 3 types principaux de discours en français. D'abord, parlons du discours direct. Celui-ci est celui du dialogue et même parfois du monologue. Il se caractérise par plusieurs indices. On le retrouve dans les textes à l'aide de l'utilisation des tirets qui indiquent le dialogue, l'utilisation des guillemets qui viennent encadrer le texte au discours direct, en général, pas toujours, mais en général, et la présence d'un verbe de parole introducteur. Ça, c'est très important. Je vous donne ici un exemple de texte au discours direct, extrait du Lièvre et la Tortue de Jean de La Fontaine, que vous connaissez sans doute. « Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point, sitôt que moi ce but. »« Sitôt, êtes-vous sage ?» repartit l'animal léger. Alors, on note ici l'importance de la concordance des temps. Dans le discours direct, en effet, 2 systèmes de concordance coexistent. On a le système du dialogue lui-même, et le système de concordance de la narration. Donc ici, on a 3 mots qui font partie du système de référence des temps du présent. On a gageons, qui est à l'impératif présent. On a n'atteindrai point, qui est le futur simple du verbe atteindre, qui est donc toujours en référence au présent, qui est un temps de l'indicatif. Et enfin, êtes-vous sage, encore une fois, le présent de l'indicatif du verbe être. D'accord? Donc ici, je récapitule. On a le présent de l'impératif, on a le futur simple de l'indicatif et on a le présent de l'indicatif. Donc ici, on peut dire sans nul doute que le système de référence des temps est le présent dans ce cas. Ensuite, on a un autre système des temps qui coexiste. On a le verbe dire et le verbe repartir. Vous voyez ici dans le texte que Gageons dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but, et ensuite, sitôt êtes-vous sage, repartit l'animal léger. D'accord? Là, le système de référence des temps est le passé. D'accord? Il s'agit du passé simple du verbe dire. Alors, à ne pas confondre avec le présent, puisqu'au présent, on dit aussi dit. Mais reparti vous met sur la voie, il s'agit du verbe repartir, et donc il s'agit ici d'un passé simple. D'accord? Alors maintenant, passons à l'effet du discours direct. Ça, c'est très important lorsque vous faites de l'analyse littéraire. Le discours direct crée une rupture dans la narration et permet donc de prendre conscience de la façon dont les personnages parlent. Alors c'est très important, vous comprenez ici que si les personnages parlent d'une certaine façon, on aura des indications sur eux. Ainsi, donc, le registre de langue est important, le lexique ou encore le style des phrases, et peuvent nous renseigner utilement sur l'appartenance sociale des personnages, par exemple, leur niveau d'éducation ou encore les relations d'amitié les relations en général qu'ils entretiennent avec d'autres personnages. D'accord ? On a par exemple le langage familier, si on a des liens d'amitié, mais on a d'autres choses aussi. D'accord ? La deuxième chose qui est importante, c'est évidemment les signes de ponctuation qui sont présents. Cela nous donne des indications sur le ton des répliques. La colère, l'enthousiasme, l'amour, la haine, le mépris. On a beaucoup d'émotions qui passent par cette utilisation des paroles même des personnages telles qu'elles ont été prononcées. Alors, dans l'exemple qui nous a occupé tout à l'heure, les animaux, vous avez vu qu'ils étaient personnifiés, c'est tout l'intérêt des fables de La Fontaine, et utilisent un registre de langue soutenu, ce qui est assez étonnant, évidemment. On a ici, par exemple, l'utilisation de ne point, au lieu de dire ne pas. On a l'inversion du sujet et du verbe dans la question, repartie l'animal. On appelle ça une incise. Et puis, on a cette association évidente entre le langage des animaux et le langage de la noblesse du XVIIe siècle. Ça, c'est tout à fait en phase avec ce qu'on sait de La Fontaine. On sait que le lectorat de La Fontaine est la noblesse, et que donc, de façon indirecte et déguisée, celui-ci met en scène les défauts des aristocrates de l'époque. D'où l'intérêt du discours direct et de cette utilisation d'un registre de langue soutenu. Notez que le discours direct est présent dans le roman et le théâtre. Mais il est plus rare en poésie, mais là on a vu un exemple en poésie.
Alors, deuxième chose, nous allons parler maintenant du discours indirect. Le discours indirect, lui, est la transposition du discours direct dans la narration. On ne cite pas exactement les paroles des personnages et on ne transforme toutefois pas le choix des mots et le sens. D'accord? Alors, le discours indirect présente les éléments suivants. On a la présence de verbes de parole, dire, parler, ajouter, etc., crier, hurler. On a une modification du système d'énonciation. La concordance des temps, les pronoms changent, les marqueurs de temps changent, les adjectifs démonstratifs changent. On verra un exemple. Et c'est ce qui est intéressant aussi, il ne comprend pas les remarques de ponctuation, enfin les marques de ponctuation expressive. Donc on n'a plus cette idée, par exemple, de la colère au travers des points d'exclamation. Donc si on modifie un peu la citation de La Fontaine pour les besoins d'analyse, on obtient les phrases suivantes. D'accord? Donc au discours direct, la phrase était celle-ci dit « Vous n'atteindrez point votre but ». Ce serait transformé en discours indirect par la phrase suivante. Celle-ci dit qu'il n'atteindrait point son but. D'accord? Donc vous avez vu très bien là la modification d'un système de pronoms et adjectifs de deuxième personne, qui est ici le vous, à un système qui est à la troisième personne. D'accord? Vous et votre. Et on passe ici à la troisième personne. Il et son. D'accord? Donc passage de la deuxième à la troisième personne. Vous verrez aussi que la concordance des temps change. On passe d'un système basé sur le présent, de l'indicatif, ici on a le futur, mais la référence c'est le présent, à un système qui est au passé, n'atteindrait, il s'agit du conditionnel présent, et qui fait partie d'un système de concordance des temps relatif au passé. Passons maintenant à l'effet du discours indirect, qui est important, comme je l'ai déjà dit, lorsque vous faites de l'analyse littéraire. Le discours indirect permet de rapporter les paroles des personnages sans rompre le fil de la narration. Ça, c'est très important. Okay? On n'a pas de cassure, on n'a pas de changement de rythme dans le texte. Mais on perd un petit peu. On perd quoi? Le caractère vivant des dialogues. Et ces dialogues ne nous permettent plus de situer le personnage dans son contexte. On n'a plus les façons de parler, on n'a plus les émotions. D'accord? Donc on n'a plus tout ce qui est véhiculé par le discours direct. D'accord? Alors, de façon générale, maintenant passons au discours indirect libre et aux caractéristiques du discours indirect libre. Alors, le discours indirect libre, lui, est un discours hybride, c'est-à-dire une sorte de mélange à cheval entre le discours direct et le discours indirect, dont il va emprunter certaines caractéristiques. Il pioche un peu partout, le discours indirect libre. D'accord? Alors, au discours direct, il emprunte la ponctuation expressive, on reprend nos points d'exclamation, et il reprend aussi les temps des verbes. Au discours indirect, il emprunte le système des pronoms de troisième personne. Donc ça nous fait quelque chose d'un peu étonnant. Les marques spécifiques du discours indirect sont l'absence de verbe de parole et l'absence de guillemets. Donc en fait, là, les marques sont dans leur absence plutôt que dans leur présence. On va vous trouver maintenant des exemples. Alors voici un exemple au discours direct. Celle-ci dit « Vous n'atteindrez pas votre but ». Discours indirect. Celle-ci dit qu'il n'atteindrait point son but. Enfin, donc voici le discours indirect libre, intéressant. Il n'atteindrait point son but. Vous revoyez ici les points d'exclamation qui avaient disparu au discours indirect. Voici les effets. Le discours indirect libre permet à la narration d'avancer. On avance, on ne s'attache pas trop aux détails. Pourtant, cela donne aussi une voix au personnage. Ce discours indirect libre a été particulièrement utilisé au XVIIe et XIXe siècle par des auteurs comme Émile Zola, un de mes auteurs préférés, essayez de le lire un de ces jours, donc fin du XIXe siècle, enfin milieu et fin du XIXe siècle, ou Jean de La Fontaine, XVIIe siècle. Par contre, il est plus ou moins tombé en désuétude, c'est-à-dire qu'on l'a moins utilisé depuis. Ces auteurs en particulier, comme Zola ou La Fontaine, l'utilisent lorsque le personnage devient une sorte d'emblème ou un symbole de tout un groupe social. Il y a un discours très fort sur la société dans les deux auteurs que j'ai mentionnés. Une petite chose pour finir, un autre auteur que j'aime beaucoup, Delphine de Vigan. En littérature contemporaine, on abandonne parfois les conventions traditionnelles que je viens de vous expliquer pour présenter les types de discours. D'accord? Donc je vais vous citer un passage de Nous et moi, que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas déjà fait.
Sur sa feuille rose, Monsieur Marin note mon nom, le sujet de mon exposé. Je vous inscris pour le 10 décembre. Ça vous laisse le temps de faire des recherches complémentaires, etc., etc. D'accord? Donc vous voyez ici qu'on a une sorte d'association très bizarre entre une narration, c'est-à-dire qu'elle est en train de raconter ce qui s'est passé dans la classe, Monsieur Marin et son professeur. Et puis tout d'un coup, un passage au discours direct. Je vous inscris pour le 10 décembre. Ça vous laisse le temps de faire des recherches complémentaires. D'accord? Donc on passe à un système des pronoms de troisième personne à un système des pronoms de première personne. Là, elle cite vraiment ce que le professeur a dit. D'accord? Mais elle n'utilise pas les marques. On n'a plus les tirets, on n'a plus les guillemets, on n'a plus les verbes de parole comme dire. D'accord? On a ça à l'intérieur de ce qu'elle dit. D'accord? On appelle ça le monologue intérieur ou bien le courant de conscience. Hein. Elle intègre ce discours direct à l'intérieur de ses pensées sans vraiment la structure qu'on attendrait. D'accord? Et c'est d'ailleurs l'objet d'un nouveau podcast sur le discours narrativisé, le monologue intérieur. Merci pour votre attention. À bientôt.